Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement touché et ravi que Mathias ait accepté cette rencontre. On l'avait déjà reçu une première fois pour sa poésie avec Daria Nelson chez l'Iconopop et ça avait été aussi une rencontre fabuleuse. Aujourd'hui, donc, il nous revient avec Le Guerrier de porcelaine chez Albin Michel. Donc un roman, et ça faisait quelques temps déjà qu'on n'en avait pas eu la chance d'avoir un roman de Mathias Malzieu. Mathias, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous avez créé le groupe Dionysos, écrivain, réalisateur, mais est-ce que vous considérez justement pour débuter cette rencontre que tous ces arts sont liés dans votre œuvre? Ah oui, en fait, moi, c'est juste de la gourmandise joyeuse, hein. C'est rien de plus. Il n'y a rien de trop ni cloisonné ni conceptualisé là-dedans. C'est une joie d'apprendre, une joie d'expérimenter. Et effectivement, après, il y a des liens qui se tissent, hein. Effectivement, je pense à un personnage, donc parfois, je pense à ce qu'il écoute comme musique, voire même ce qu'il composerait, ce qui était le cas pour Une sirène à Paris. Alors du coup, la musique me donne envie du clip, et des fois, le clip me donne envie du film. Et quand je pense au film et que je suis en train de travailler dans le livre, eh ben, je vois des scènes, je visualise carrément des scènes. Dans Le Guerrier de porcelaine, par exemple, quand mon père, quand j'étais petit, me racontait sa traversée de la ligne de démarcation en charrette de foin, quand j'ai commencé à vraiment écrire le livre, je le voyais en film. Peut-être que le film ne se fera jamais, mais peu importe, parce que ça me nourrit. Ça fabrique des petites étincelles et des petits liens. Mais tout ça n'est pas très intellectualisé, en fait. Ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre oui, de l'appétit, de la pulsion de vie, parce que, ouais, finalement, je crois que j'aurais jamais imaginé faire ça. Et il n'y a aucun moment où je me dis, ah, je vais faire le livre parce que le film, c'est pas, en fait, c'est le souffle de l'envie de raconter une histoire qui me projette dans ces aventures-là, quoi. Alors justement, sur cette histoire, alors les sources divergent, hein. Certains disent 6 ans, d'autres 8 ans à écrire. On imagine, on conçoit parfaitement, tant la charge émotionnelle est, j'imagine, forte. Euh, mais racontez-nous comment pendant ces années, pendant 6 ou 8 années, vous allez nous le dire, mais comment on travaille un manuscrit, comment on le façonne à une époque justement où les auteurs ont tendance plutôt à écrire un livre par an. Là, pour le coup, ce livre, il a mûri. Et comment vous travaillez là-dessus? Disons que je l'ai commencé en 2014, mais je ne l'ai pas écrit pendant 6 ans. Mais un livre, parfois, comme certains plats ou certaines pâtes ont besoin de reposer. Il y a des chansons comme ça. Par exemple, il y a des chansons, on va avoir une idée, on va travailler pendant 5 10 heures, et puis au final, on a presque la chanson. Bien sûr, après, il y a le temps du recul, des arrangements, du mix et encore des choses. Et pour un livre, disons que bon, c'est la version, disons que la chanson, c'est un 100 mètres et que le livre, c'est un marathon. Mais il peut y avoir des marathons qui se préparent au soleil, dans la vitesse. Et puis, il y a des marathons qui nécessitent une préparation un petit peu différente, comme, voilà, encore une fois, comme certains plats. Le fait est que moi, cette histoire de guéret de porcelaine, mon père me l'a racontée depuis tout petit, je l'entends, cette histoire. Euh, Il y a, euh, il y a sa photo sur le biclou de l'oncle Émile. Il y a la grand-mère, il y a son papa, il y a la fromule, il y a le trou d'obus dans le jardin avec les herbes qui ont repoussé. Il y a tous ces trucs-là. Il y a la lettre de la maman, qui était une véritable lettre qui est dans le livre. Et tout ça, c'est une espèce de légende familiale qui est un souvenir de lui quand il était tout petit, parce qu'il avait 4 ans. Je lui ai donné 9 ans dans le livre pour qu'il puisse écrire au présent. J'avais commencé au passé et je trouvais que ça ramollissait le livre. J'avais besoin d'être en caméra embarquée, pour parler encore d'un point de vue un peu cinématographique, avec le personnage, d'être au plus près de ses émotions et de ce qu'il ressentait. Mais en fait, normalement, il avait 4 ans, donc maintenant, il en a 83. Et des fois, c'est des souvenirs de souvenirs, c'est des choses qu'on lui a racontées. Donc, c'est jamais vraiment la même version, ce qui était d'ailleurs assez doux et poétique finalement. C'était une matière mouvante et une matière surtout émotionnelle. Et donc, à partir de ça, j'ai construit. Et j'ai commencé à faire ça, comme je le raconte dans l'épilogue. J'ai commencé à faire ça quand j'étais malade et qu'il venait me visiter à l'hôpital, et où l'ordre des choses était tellement bousculé. Lui qui a perdu sa mère si jeune, sa femme très jeune, et moi, ma mère, il était à la fois mon fils, mon père, ma mère, je devenais son père, enfin, tout était bousculé.
Donc, du coup, j'ai eu 2 petits remèdes. C'était le mondial de foot 2014 parce qu'on a une complicité sur le football qui vient de l'enfance, qui fait que parler de foot, encore aujourd'hui, hein, il y a un match de l'équipe de France ou quoi, il m'appelle à la mi-temps. C'est un truc qui permet de penser un petit peu à autre chose, de s'alléger. Et puis, du coup, je lui ai fait parler moi de ses souvenirs en lui disant, mais, il me dit, mais tu la connais l'histoire. Je fais, non, mais raconte-moi vraiment plus de choses, je vais prendre des notes et j'ai envie d'en faire un livre. En fait, moi, j'étais absolument juste terrorisé de voir la tristesse de son regard quand arrivait une infirmière pour refaire un pansement ou faire une transfusion ou un traitement, ce genre de choses. Et je voulais juste dévier. Et puis, je me suis pris au jeu. Et comme j'étais dans cette première hospitalisation où il y avait une chance que j'évite la greffe de moelle osseuse, eh ben, j'ai commencé à écrire ce livre en se disant, bon, ce premier traitement va marcher. Je n'aurai pas besoin de terminer ce journal d'un vampire en pyjama. Je saurai bien ce que j'en fais, peu importe. Et je vais écrire ce livre. Et je vais écrire sur mon papa. Puis malheureusement, j'ai commencé à écrire ce livre. J'en ai fait un petit vinyle chez moi, dans mon siège œuf, que l'on peut voir ici. Je vais vous le montrer. J'espère que ça ne fait pas trop vomir quand je bouge. Mais voilà, bon. J'enregistre des choses dans ce siège off. Et j'avais acheté ce siège pour faire un mini studio rigolo quand j'étais un petit peu, moi, assigné à résidence à l'époque. Et j'ai enregistré un work in progress du Guerrier de Porcelaine. Il y a Mathieu Chédid qui est venu lire la lettre de la maman, Clémence Poésie, Carmen Maria Vega, mais aussi ma pharmacienne. Tout le monde était logé à la même enseigne et c'était comme ça, une espèce de moment un peu artisanal joyeux. Et puis bon, malheureusement, le traitement n'a pas fonctionné, donc j'ai dû être greffé, c'est quand même une chance, mais le fait est que j'aurais aimé pouvoir l'éviter, évidemment, parce que c'est un traitement lourd. Et là, j'ai repris le journal d'un vampire en pyjama parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire là-dessus. Et quand j'ai terminé le journal d'un vampire en pyjama et que j'ai commencé à aller mieux, à ne plus être un vampire en pyjama, ne plus avoir pyjama et ne plus être un vampire du tout, c'est-à-dire à ne plus avoir besoin des transfusions, donc du sang des autres, et je me suis replongé dans le guerrier en 2016. Et là, ça a coincé. 2015-2016, on était post-attentat. Moi, j'ai bénéficié des soins de gens pendant des mois qui, goutte par goutte, m'ont sauvé la vie. Et juste à côté, par exemple, au petit Cambodge, qui était en face de l'hôpital Saint-Louis où j'ai été greffé, voilà, des gens étaient tués. Donc, il y avait Charlie Hebdo, puis il y a eu le Bataclan. Et en plus, moi, j'habitais à 100 mètres du Bataclan. J'ai connu des gens qui étaient dedans. Donc, finalement, quand je suis retourné dans ce livre que j'avais commencé quand j'étais malade, avec mon père confiné et tout, je ne me suis pas senti bien dedans. Donc, je n'ai pas forcé, j'ai essayé, parce que j'avais une envie intellectuelle, là pour le coup, et de rendre hommage à mon père et d'écrire ce livre qui me tient à cœur, mais ce n'était pas l'heure. Donc, j'ai écrit Une sirène à Paris parce que j'avais besoin de balles neuves, un peu de repartir un peu à zéro, de retrouver mes jouets ludiques, de me réenchanter Paris à moi-même et peut-être au lecteur avec un peu de chance. Et donc, il a fallu que je passe le cap Une sirène à Paris, que je retombe amoureux après une séparation difficile et que la demoiselle en question, Darian Nelson, dont vous parliez tout à l'heure, avec qui on a co-composé donc ce recueil de poèmes pour lequel on s'était rencontrés il y a un peu plus d'un an, je pense, un an et demi. Rencontre mon père et que je lui fasse écouter un peu ce vinyle et lui raconte un peu l'histoire et qu'elle me dise mais il faut l'écrire ce livre quand même. Et là, en fait, ça m'a redonné un souffle. Et puis, quand j'y suis retourné, entre-temps, j'avais écrit Une sirène à Paris. Et puis, le temps avait fait son œuvre. Et là, par contre, je me suis retrouvé avec beaucoup de plaisir et d'intensité. Et puis, j'ai tâtonné beaucoup. Mais le moment vraiment décisif, c'est quand j'ai décidé qu'il n'aurait pas 4 ans, mais 10 ans, et qu'il parlerait à la première personne. Et non seulement il parlerait à la première personne, mais il s'adresserait à sa mère tout le long du livre. Et là, j'ai trouvé la musique du livre. Et là, je m'y suis vraiment mis. Fascinant. Et justement, mais ce silence, en principe, dans ce genre d'histoire familiale, il y a un silence de la part de celui qui raconte. Là, pour le coup, le tabou ou même le silence, il est venu quasiment presque que de vous. C'est vous qui réfréniez les choses. Je ne comprends pas bien. Dans ce genre d'histoire, en principe, c'est votre père qui aurait dû avoir une sorte de tabou à raconter son histoire. Non, il Là, n'avait pour pas, le il coup, avait pas de tabou. Il a beaucoup d'émotions. Il ne la radote pas, c'est-à-dire que même enfant, il ne nous l'a pas raconté 20 fois. Mais il y a eu des moments où
c'était notamment quand on regardait des films Super 8. Alors, il y avait des films Super 8 de notre enfance, des années 70, pas de sa maman, pas des années 40. Mais par contre, il y avait des diapositives et un album avec quelques photos en noir et blanc et la fameuse lettre. Euh, avec la fameuse boîte, la machine à écrire, toutes ces choses-là, le baromètre, qui est là d'ailleurs. Voilà, le baromètre qui est là. Et la fameuse photo qui est là, et qui est donc une photo vraiment de lui, mais c'est une photo du personnage quelque part, puisque sur cette photo, il a 10 ans, et donc il a l'âge du personnage que j'ai donné au personnage. Donc il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas non plus de mystère, mais il y avait ce truc un peu qui flottait. Et voilà, moi, le tabou, il s'est défait parce que, voilà, je ne sais pas si j'aurais écrit ce livre si je n'étais pas tombé malade. Peut-être un jour ou plus tard ou très différemment, je ne sais pas. Mais là, en fait, il y a eu un besoin, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, de dévier le flot des passions tristes autour des traitements que je recevais. Justement, par rapport à ces objets que vous montrez, il y a quand même cette histoire dans votre œuvre, ces objets, ce baromètre, ce coffre en bois, ces lettres, ces albums photos. Comment vous travaillez la matière? Est-ce que vous travaillez en fonction de l'objet ou au contraire, c'est le souvenir de votre papa qui a tout simplement mis le pied à l'étrier? C'est un mélange toujours. C'est toujours une petite cuisine, hein. On parlait de gourmandise tout à l'heure. Ma mère était justement cordon bleu et j'aimais l'avoir travaillé dans sa cuisine parce que ça faisait du bruit, elle mélangeait des trucs, les cuissons, les machins, le bruit. Et c'était comme une espèce d'apprenti sorcier. Désolé, je suis sur le téléphone, du coup, j'ai des notifications que je vire à chaque fois. Et moi, je fais pareil quand j'écris, ou quand je compose, ou quand je fais des films. En fait, c'est un assemblage d'éléments, des fois volontairement disparates, pour créer une situation contrastée ou surréaliste, avec une sirène, ou des géants, ou des fantômes, une chose comme ça. Ou des fois, on est un peu plus près du réel, comme c'est dans ce livre-là. Le merveilleux arrive plus hors champ. Ça se travaille en fait différemment avec le sujet. Et voilà, et encore une fois, c'est un chemin, on prend une route. Est-ce la bonne? Eh ben, on ne saura jamais, hein, si ce n'est qu'à partir du moment où on est sincère et qu'on croit en son bon chemin, et ben voilà, on travaille et puis on recommence. Des fois, on se trompe de route, et puis des fois, on a mal aux jambes, et puis des fois, il fait nuit, puis des fois, il fait froid, et puis des fois, le lendemain, il fait beau, et on est sur un vélo, et ça descend, et on a le vent dans le dos, et on entend, il y a un parfum de fleurs. Mais des fois, il faut passer des nuits difficiles. Mais comme dans tout, hein, ça, c'est juste une espèce d'exacerbation de la vie, hein, quand on écrit un roman. C'est pour ça qu'on aime ça aussi, hein. Et peut-être que même moi, quand j'en lis ceux des autres, j'aime cette exacerbation aussi. Mais c'est une métaphore de la vie. Ça n'existe pas. On peut d'être tout le temps dans un truc, ah, tout va bien, machin truc, ou alors c'est qu'on est dans le déni. Et quand on est tout le temps en colère et qu'on râle tout le temps, c'est qu'on est dans une forme d'indignation confortable aussi, parce qu'on sait très bien qu'on traverse un peu des météos émotionnels tous, avec de la joie, de la colère, de la déception, des moments où on a confiance en soi, peut-être même des moments où on est fier, et des moments où on se trouve l'homme le plus con du monde, quoi. Et ça m'arrive aussi, et notamment quand j'écris des livres, parce qu'il y a vraiment des moments à chaque fois, et c'est pas de la fausse humilité pour faire le malin. Je me dis, je sais pas comment je vais faire pour le terminer, je sais pas comment je vais y arriver. Et puis bon, ben voilà, il faut faire un petit peu preuve d'humilité face à l'écriture, parce que voilà. Alors, il y en a qui racontent dans des interviews, et je veux bien les croire, hein, peut-être que j'ai moins de facilité qu'eux, qu'ils écrivent comme ça, dans une espèce de flow, qui ne changent pas un mot. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Même quand je travaille sur des choses qui peuvent paraître un petit peu éclatées, un petit peu surréalistes, avec des personnages avec une horloge à la place du cœur, ou des géants, ou des choses comme ça, eh ben, je travaille et je retravaille énormément, et mes éditrices ne me lâchent pas et me font retravailler énormément. Je travaille à la joie et à un rêve, des fois à la mélancolie, mais je retravaille énormément. Alors justement, cette histoire, on va en parler. Je pense que personne d'autre que vous ne peut la raconter avec autant de passion. Cette histoire du petit Ménou, donc cette contraction de Germénou, justement, donc, qui vient de perdre sa mère et qui doit quitter Montpellier justement en 1944, en juin 44 pour être précis, pour rejoindre sa grand-mère en Lorraine occupée. Alors, je vous demanderai de faire un pitch pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais un pitch qui s'arrête peut-être au moment où la cambrioleuse est démasquée. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas divulgacher ce moment-là parce qu'il est important.
Euh, D'accord. donc, comment vous l'expliqueriez, cette histoire que votre père vous a racontée? Mais en fait, voilà, c'est l'histoire donc de mon père, donc ça c'est une première chose, mais qui donc disons dans le livre a 9 ans, et qui perd sa maman en couche, en zone libre. Et son père, résistant, lui, est en train d'essayer de faire des choses pour lutter contre les nazis et contre le régime de Vichy. Donc, au moment où la maman décède, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Donc, le papa est juste là pour quelques jours et le met dans un train et le donne à une cousine de sa mère qui a un terrain des deux côtés de la ligne de démarcation. Alors, pourquoi il va traverser la ligne de démarcation alors qu'il n'a pas justement de laisser-passer? C'est parce que la grand-mère vit en zone occupée à la frontière allemande, l'ex-frontière allemande, parce qu'entre-temps, c'est devenu allemand. La zone a été annexée. Donc, il va se jeter dans la gueule du loup quelque part, mais il n'a pas d'autre choix parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui. Donc, elle le fait passer dans une charrette de foin cachée, au risque elle-même d'être fusillée, hein, si jamais il le trouve. Pourtant, il n'est pas juif et il n'a rien fait de spécial, mais juste on ne passe pas ces frontières car il y a plusieurs lignes de démarcation à cette époque-là. Donc, il la passe, il se retrouve chez la grand-mère. Donc, il a une galerie de personnages avec une grand-mère qui est très ferme, mais très juste. Un tonton fermier, costaud, et un petit peu comme ça, une forme de dandisme. C'est pas le bon mot, dandisme, parce que c'est très urbain, et que lui, c'est vraiment quelqu'un qui travaille à la ferme, mais en tout cas, il a de l'esprit. Et puis une tante très bigote qui a un peu moins d'esprit, mais qui a ses raisons et ses façons, mais qui est un personnage intéressant aussi, mais que mon père n'aimait pas trop, qui s'ennuyait ferme. Et puis, il a aussi cette œuf de cigogne qui va devenir une cigogne, qui l'aide voilà, un petit peu à s'échapper et à penser un petit peu à autre chose, lui aussi. Et il va vivre donc sous les bombardements alliés, parce que comme il est quelque part en Allemagne, eh ben, il reçoit le fameux Blitz des Britanniques qui bombardent les positions allemandes sur lesquelles voilà, il y a un trou de but dans le jardin, comme je disais tout à l'heure, avant qu'il arrive. Il y en a eu d'autres pendant qu'il était là. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est histoire vraie. Et c'est en fait, puis bon, il y avait cette boîte que son père lui a donnée. Dans cette boîte, on lui a dit, ça a appartenu à ta mère, tu la donnes à ta grand-mère, mais surtout, quoi qu'il arrive, tu ne l'ouvres pas. Alors, c'est ce qu'il va faire, mais après l'avoir posé dans sa chambre, après le premier bombardement, quand il revient dans sa chambre, dans le bombardement, ils vont donc dans une espèce de bunker cave qui a été installé en sous-sol de la ferme. Pareil, hein, tout ça, c'est bel et bien un roman. Hein, donc j'ai bien romancé certaines choses, mais tout ça, c'est complètement ce qu'il m'a raconté. Et quand il revient, il n'y a plus la boîte et il va commencer à la chercher. Il va commencer à se fabriquer un petit téléphone à ficelle pour écouter. Donc, il entend Radio Londres. Il entend que la famille écoute Radio Londres. Il entend des choses sur lui, pas à Radio Londres, mais de la famille, de ce qu'il lui cache, de ce qu'ils doivent lui dire, de son comportement. Et puis, il entend des pas à l'étage. Et à l'étage, il n'y a que le grenier. Le grenier est fermé à clé. Et je ne vous en dis pas plus. C'est parfait, c'est parfait. Justement, je reviens juste un petit peu en arrière, mais sur ce passage où Menou est dans la charrette, il y a quand même ce passage incroyable où il compte les poteaux télégraphiques dans la charrette parce qu'il ne voit que ça. Et vous arrivez à vous immerger dans des scènes que vous n'avez pas vécues, mais avec une facilité assez folle. Euh, alors, J'ai peut-être galéré que... hein, pour les. Ce j'im- passage, tant mieux si ça fait facile parce que c'est comme quand on regarde le patinage artistique. C'est très élégant. On se dit, oh, en fait, on a l'impression qu'on va aller sur la glace et qu'on va faire pareil. Alors en tout cas, pour ma part, je ressens vraiment une espèce de crapaud du Grand Nord avec une drôle de barbe quand je mets des patins à glace. Mais par contre, j'ai encore une fois, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que euh, pour qu'on se sente vraiment avec lui, pour qu'il y ait une intensité, mais pas non plus forcer le suspense pour faire peur. Mais moi, je voulais surtout qu'on ait son émotion,
qu'on soit avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Donc, c'est un passage que j'ai réécrit et réécrit et réécrit. Des fois, il était plus long, des fois, il était plus court. C'est comme ça. Mais merci, en tout cas, parce que ça fait partie de mon travail de romancier, vraiment. C'est se mettre à la place d'eux. C'est comme un comédien qui le fait lui aussi avec son physique, son regard. Ben, moi, je le fais en écrivant. Je me mets à la place des fois d'une femme, des fois d'un enfant, des fois de mon papa ou de l'enfant papa, des fois d'un de mes alter-ego, mais avec lequel je joue et je peux rajouter des qualités, beaucoup plus de qualités que les miennes ou des défauts pires que les miens, parce que c'est plus amusant dramatiquement. Voilà, c'est l'apanage du romancier, ça. C'est notre That's what we do. Vous avez utilisé ce processus qui, j'imagine, a dû être troublant pour votre père de se mettre dans sa peau, ce processus de narration qui n'est pas forcément évident à faire. Mais quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés par rapport à cela et par rapport à son ressenti à lui aussi, puisque j'imagine qu'il a lu le livre, il doit en être très fier, mais j'aimerais bien avoir justement ce rapport-là. Comment vous avez travaillé la matière avec, j'imagine, beaucoup d'obstacles quand même, que ce Oui, soit sur le fond ou la forme. Déjà par rapport à lui, si on parle par rapport à lui, il était très fier quand je lui ai dit ça. Puis quand je lui ai fait lire les 60 premières pages, donc c'était Noël dernier à peu près, c'était 60 pages qui ressemblent à 3 virgules et 2 mots près à ce que vous avez dans le livre aujourd'hui, alors qu'il y a eu beaucoup de versions avant, avec beaucoup de changements. Et je vous en parlerai après des changements. Il était très fier, il était très heureux, il était très ému, mais il s'accrochait énormément à des petits points de réalité qui différaient. Un exemple, il n'avait pas donc pas 9 ans, mais 4 ans. Mais pourquoi tu ne m'as pas laissé 4 ans? Il a fallu que je fasse beaucoup preuve de pédagogie pour lui expliquer à quel point c'était mieux pour le livre. Mais c'était dur à entendre dit pour lui. Après, dans le livre, la ferme et l'épicerie sont collées l'une à l'autre pour que justement ils puissent écouter et qu'ils puissent voir les Allemands qui viennent acheter des choses à l'épicerie. L'épicerie, dans la vraie vie, quand il avait 4 ans, elle était à 3 kilomètres. Les grands-parents cachaient effectivement des résistants, mais pas une juive. Et il ne les a jamais vus. Et dans la première version du livre, c'était des résistants. J'ai changé les résistants par Sylvia, même si j'ai un peu du coup grillé ce qu'il y a dans le grenier. Mais tant pis. Voilà. Parce que je voulais être dans la fonction narrative au maximum. Et cette Sylvia était la meilleure amie de sa mère, presque une jumelle. Chacun écrivait les lettres des unes des autres. Et ça m'intéressait plus dans ce que je racontais que finalement des résistants qui auraient donné un côté peut-être un peu aventure ou je ne sais quoi. Et puis des résistants, ça ne reste pas dans un grenier. Ça part faire des choses. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui y reste et avec qui il entretienne une relation. Donc ça, c'est le travail de roman. Ça, il a fallu que je lui explique, en fait, la différence entre ce que j'espère être juste et ce qui est vrai. Ça a été une longue pédagogie. Et c'est normal, parce que moi, je le vois, par exemple, à mon humble niveau, Journal d'un vampire en pyjama. Donc, en plus, différent, c'est un récit que j'ai fait. Il était question qu'il soit adapté au théâtre. Le Covid a ralenti un peu les choses. Mais quand j'ai lu la première adaptation, j'ai bondi. J'étais là, non, c'est pas ça. À un moment donné, parce que c'était histoire de rôle, ils ont fait dire à l'infirmière ce qu'avait fait dire le professeur. Et ça me heurtait, en fait. Et j'ai dit, bon, vous savez quoi? Je vous aime artistiquement. J'ai confiance en vous. Faites votre boulot de théâtre. Moi, sans cynisme aucun, j'irai voir la pièce le premier jour, mais je ne veux plus entendre parler. Mais avec toute ma bienveillance et mon encouragement. Parce que c'est dur quand c'est son histoire pour de vrai. Et là, en plus, j'ai mélangé des éléments. Je lui ai fait avoir plus vieux, machin. Donc pour lui, au début, c'était un bug. Donc ça, c'était dur. Mais il a fini par être ému et par comprendre l'hommage et arriver à faire la part des choses. Mais effectivement, ça a été très difficile. Ensuite, moi, par rapport au sujet, sur le fond ou la forme aussi, j'ai aussi enlevé beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans la version précédente, il y avait une machine à remonter le temps. Et puis, je me suis aperçu, elle était cachée dans la boîte.
Et puis, je me suis aperçu, en fait, que la machine à remonter le temps, c'était un souvenir. Et à partir du moment où je me suis rapproché du personnage et qui parlait à sa mère, je n'avais plus besoin de la machine à remonter le temps. C'était comme finalement un artifice. Et des fois, j'aime les artifices, j'aime les feux d'artifice. Encore une fois, j'aime les sirènes, j'aime les géants. À partir du moment où ils font un écho à quelque chose de sensible sur le réel, hein, quand ils ne sont pas juste un truc décoratif. Mais là, il n'y avait pas besoin. Comme dans une chanson où il n'y a pas besoin de la guitare, de la batterie, de l'orchestre symphonique et des chœurs. Des fois, il n'y a besoin que de la guitare, d'un petit banjo et d'un sifflet. Et ce livre, il est plus comme ça. Effectivement, il est plus proche de... Voilà, je dis des fois que voilà, j'ai beau adorer Iggy Pop, Sonic Youth, les Bad Seeds de Nick Cave ou PJ Harvey, ou Björk, ou des choses comme ça. J'aime aussi les disques acoustiques de Neil Young ou Leonard Cohen. Et ce livre-là, disons que si je devais faire une comparaison musicale, il serait plus du côté voilà, de Leonard Cohen ou de Neil Young sans prétention d'arriver à leur cheville. En tout cas, je parle de référence et de couleur et d'esprit, que de mon penchant plus explosé, explosif. Alors, je reviens sur l'épigraphe parce qu'il est de Boris Vian et on voit tout de suite la gémellité entre vous deux. Euh, Qu'est-ce qui vous a apporté réellement? Est-ce que c'est un auteur qui compte beaucoup pour vous? Boris Vian, il compte beaucoup pour moi parce que en fait, j'étais tombé amoureux petit, jeune ado, d'une Chloé qui s'appelait Chloé par rapport à ce livre-là. Sauf que moi, j'étais à fond dans les Pixies, Nirvana, et que lire un livre à l'époque, ça me prenait trop de temps. J'étais pas du tout. J'ai lu tard. J'étais trop hyperactif pour lire. J'ai pas compris tout de suite. J'ai cru que c'était le truc de l'école qu'il fallait apprendre par cœur. J'ai pas compris que c'était des copains tout de suite. Le livre, ce plaisir-là est arrivé. Il a fallu pas que j'atteigne pas une sagesse, mais un peu moins d'immaturité pour prendre le temps de ralentir mon pouls et de prendre le plaisir de me blottir dans un texte et dans un texte long. Donc, je me suis perdu. Voilà. Redites-moi les questions. Je me suis un peu trop éloigné. Par rapport à l'influence, Ah justement, oui, de Boris Vian, pardon, oui, parce que je suis parti sur tout ça. Ok. Et bah, du coup, elle m'a quitté, cette demoiselle, parce que j'étais effectivement très, très immature. C'est très bien que quand même, notamment à ces âges-là, les filles sont quand même il y a une grosse différence, quoi. Fille de 16-17 ans et un garçon de 17 ans, c'est quand même... Enfin, moi, j'étais particulièrement en retard. Hein. C'était quand même assez impressionnant. Et du coup, j'ai gardé ce livre. Et quand même, elle me manquait, cette Chloé-là. Donc finalement, ben, mon lien à elle, c'était ce livre. Donc je l'ai lu. Et bien sûr, j'avais lu des Jules Verne quand même. Mon père m'avait dit, et ça m'avait plu, mais elle avait un peu forcé. Et là, en fait, on m'a pas fait lire, c'est moi qui ai lu. Et en fait, ça a déclenché mon côté lecteur. Et du coup, bah, les premiers textes étaient un peu aussi gorgés de ça. Et le goût des mots valises et des inventions et des néologismes. Et puis, cette côté de faire une analogie avec la musique, parce que je commençais aussi à faire de la musique. Et tous ces trucs-là, en fait, m'a beaucoup touché. Son côté décloisonné, décloisonnant. Euh, et voilà, il écrivait des pièces de théâtre, il jouait de la musique, il était journaliste, chroniqueur de jazz. Et j'aimais, en fait, ce truc, cette phrase qui me plaît tant, où il dit ne nous prenons pas au sérieux, mais faisons-le très sérieusement. Et c'est vrai que on se retrouve parfois avec des gens qui se prennent très au sérieux, mais qui ne sont pas très sérieux dans le travail ou dans les relations avec lesquelles qu'ils peuvent entretenir. Donc, moi, ça m'a touché. Ça m'a touché comme Kurt Cobain m'a touché quand j'étais enfant, ado, parce que il faisait pas des solos de guitare en se maquillant et avec des ventilateurs dans les cheveux, où il n'avait pas besoin de se maquiller, il était là, et puis des fois il faisait des morceaux acoustiques, puis il reprenait Bowie ou des chanteurs de blues du Mississippi des années 40. Et moi, ça m'a ouvert tout un truc, ce mec-là. Et puis les guitares, hein, les morceaux, ils étaient simples à jouer, il fallait pas être un virtuose et avoir fait 5 ans de conservatoire pour jouer les morceaux de Nirvana. Et pourtant, c'était des chansons extraordinaires. C'était à la fois un fan de hard rock ou de hardcore, mais aussi des Beatles.
Et du coup, c'était décloisonné. C'était pas, ouais, j'ai la posture rock, moi, je mets que du gros son et je crie. Et si je fais une mélodie, je suis un peu trop efféminé. Non, il assumait tout, il prenait tout. Et Vian, c'était ça aussi. Après, il y a plein d'autres. On pourrait parler des heures, des gens qui m'ont stimulé comme ça. Voilà, j'ai toujours un feuille d'herbe qui tombe sous la main. Walt Whitman, je ne le relis pas en entier tous les 3 jours, mais j'aime toujours aller picorer. Des choses comme ça. Quand j'ai découvert Bayakovsky aussi, ça m'a fait un truc. J'avais l'impression de voir d'un Brel russe qui chantait pas, quoi. Cette espèce d'intensité. Et voilà, des écrivains et des livres, il y en a plein. Eureka Street de McLeod Wilson, où j'ai l'impression que les personnages, au-delà d'avoir aimé le livre, étaient mes copains et qui me manquaient à la fin du livre de manière presque organique. J'ai envie de retourner dans ce pub. Et tous ces trucs-là, et ben, ça donne envie d'écrire. Comme quand j'étais gamin, je regardais un match de foot. Et puis, quand c'était beau, ben, je prenais mon ballon comme un enfant un peu rêveur et j'allais tirer des pénaltys entre 2 arbres tout seul dans la petite pinède au-dessus de la maison. Et puis, en grandissant, et ben, au lieu de taper dans un ballon, ben, j'ai pris une guitare et puis j'ai pris une plume, parce qu'au début, je ne savais même pas taper à l'ordinateur et je continue de taper mes livres de doigts d'ailleurs. Et les premiers, je les écrivais carrément à l'ancienne, quoi. C'est le désir, encore une fois, c'est la passion, c'est l'envie que tous ces gens m'ont communiqué. Et Boris Vian, effectivement, était le premier. Et j'ai eu l'honneur d'être le parrain de son centenaire l'an dernier. Même si, ironie du sort, lui qui a été tellement boudé de son vivant, bah, même pour son centenaire, son fantôme a dû mettre un masque. En effet. Sandra. Bonsoir à tous, bonsoir Mathias, Bonsoir. et merci pour votre discours, c'est très beau, c'est passionnant. Et puis en fait, ma question part un petit peu de notre passion de la lecture de vos livres. Quand on ouvre un Mathias Malzieu, ce qu'on aime retrouver justement, c'est la poésie, ce sont les métaphores, les analogies dont vous parliez tout à l'heure. Et je me demandais si finalement c'est quelque chose qui se travaille au quotidien pour vous, ou est-ce que c'est uniquement quand vous vous mettez à écrire. Voilà, est-ce que je sais pas, est-ce que vous les notez dans un petit carnet comme ça? Vous parliez d'étincelles tout à l'heure, je sais pas, dans le métro, partout où on peut être dans une journée. Voilà, est-ce que c'est un travail quotidien ou est-ce que c'est très ponctuel finalement? C'est les deux, mon capitaine, un petit peu, parce que finalement, tous les jours, en fait, tous les jours, j'écris un haïku. Tous les soirs, quoi qu'il arrive, que je sois content, pas content, fatigué. Voilà. 10 août, parfum de sous-bois, fantôme de feuilles mortes, enfin l'enfance. Le 29 septembre, ce feu rose caramélise les nuages impressionnistement. Donc ça, c'est ma petite gymnastique. Mais c'est seulement depuis le mois d'août. Donc, je n'ai jamais noté, j'ai l'idée d'un néologisme ou d'un mot valise, je vais le noter dans le truc. C'est au moment où j'écris qu'en fait peuvent me venir des choses. Et après, justement, j'ai un tout petit peu limité ce genre de choses dans ce livre-là, parce que je voulais quand même qu'on reste dans la naïveté de cet enfant de 9 ans. Je ne voulais pas qu'il soit trop littéraire. Et en même temps, j'ai quand même relu Anne Frank, le journal d'Anne Frank, 13 ans, et qui écrit comme une adulte. J'ai relu, alors il était plus âgé, il avait 17 ans, mais j'ai relu La Trappe-Cœur, parce que je trouve que c'est un livre d'une énergie formidable. Et j'ai relu La vie devant soi aussi de Gary, qui est plus ordurier et qui est un petit peu plus, que j'adore, mais qui est plus, c'est plus dans les années 70. Donc déjà, effectivement, au début, le livre était un peu plus ordurier. J'ai laissé traîner quelques putains, mais c'était une discussion avec l'éditeur aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on disait putain à l'époque? Et moi, j'avais envie de cette énergie en fait de contraste, c'est-à-dire que la naïveté et la colère soient face en face deux silex comme ça qui créent encore une fois des petites étincelles. Et donc, j'ai un petit peu fait un tamis différent. C'était fonction narrative, par exemple, que dans Une sirène à Paris, avec un apprenti surprisier qui devient amoureux d'une sirène, qui l'utilise beaucoup
de néologismes, et qu'il invente des choses parce que tout est invention. Et je voulais en plus, avec ce livre, Une sirène à Paris, après ma grève de moelle osseuse et les attentats de Paris, aller dans une espèce de football champagne comme ça. J'avais envie d'éclat et de comme ça. Je voulais, voilà, c'était et sans prétention aucune, c'était mon écume des jours à moi, sans aucune prétention d'arriver à la cheville de l'écume des jours. Mais en tout cas, à mon humble niveau à moi, je voulais comme ça, je voulais une sirène dans la salle de bain, je voulais une voisine ex-pin-up qui ressemble à Rosy de Palma, tellement bien que finalement, c'est elle qui a joué le rôle dans le film. Je voulais tout ça. Et il a fallu que je fasse tout ça après avoir été comprimé dans une chambre d'hôpital 11 semaines et avoir un confinement quasiment de 2 ans où j'ai eu une épée de Damoclès. C'est pour ça que j'avais appelé le personnage Damoclès dans le livre au-dessus de ma tête pendant 1 an et demi où, voilà, en gros, je ne savais pas si j'allais vivre ou pas, tout simplement, hein, sans rentrer dans le pathos. C'est une réalité technique. J'ai eu ce besoin de faire une sirène à Paris, quoi. Et puis, comme quand on a besoin de courir après, une fois qu'on a bien couru, on est content de s'asseoir. Et ben, en fait, là, c'était le moment où je me suis assis et où j'ai eu le temps de regarder à nouveau ce texte. Et du coup, il y en a un tout petit peu moins dans ce texte. Mais ce qui est amusant et qui prouve que peut-être c'était un bon choix, c'est que par contre, on me les ressort tout le temps. C'est-à-dire que l'angine de questions et le pour l'instant, qui sont pour moi, j'espère en tout cas, des petites trouvailles qui collent bien à Menou et à un enfant de 10 ans, de 9-10 ans en 44, hein, parce qu'évidemment qu'un enfant aujourd'hui n'écrirait pas pareil. Il aurait plein de choses merveilleuses. Hein. Je ne suis pas du tout de genre c'était mieux avant, parce qu'il y a plein de choses, et poétiquement, et politiquement, et socialement, qui sont beaucoup mieux aujourd'hui, où on a beaucoup avancé. Mais il y a des choses où on a reculé. Voilà, tout n'est pas un espèce de long fleuve tranquille, il y a des méandres. Et au creux de ces méandres, j'ai essayé de me glisser au maximum dans le cœur de Menou, avec évidemment, c'est un mélange avec un moi-même. Je ne suis pas non plus un réalisateur documentaire, je ne me suis pas mis complètement de manière invisible derrière Menou. Il y a un mélange, et j'ai même utilisé des choses de ma propre enfance. Pour ceux qui n'ont pas lu, il y a un moment, il y a une histoire de chalutier qui est très importante. Et en fait, c'est mon père à moi qui m'a offert le chalutier. Donc, j'ai fait une cuisine. C'est une arnaque, c'est un tour de magie, c'est une potion, c'est un roman. C'est une arnaque joyeuse, mais une arnaque extrêmement sincère, paradoxalement. Vous utilisez le mot cœur très régulièrement. C'est quelque chose qui traverse totalement toute votre œuvre. C'est un organe qui vous symbolise en réalité. J'ai l'impression que le cœur, pour vous, c'est une sorte de métaphore. Vous l'utilisez constamment. Et là encore, dans celui-ci, il est extrêmement présent. Qu'est-ce qui vous fascine tant? Peut-être dans son fonctionnement, dans sa capacité vitale, mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans cet organe? Déjà, c'est une machine. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'à la fois, c'est une machine technique. À partir du moment où il bat, on est en vie. Il ne bat plus, on n'est plus en vie. Et donc, c'est incroyable. Et en même temps, on en a fait toute une symbolique. Alors qu'évidemment, le cœur, c'est pour ça que j'avais fait un personnage avec une tête de cœur pour le vampire en pyjama. Le cœur, on l'a dans la tête. Il ne se passe rien d'émotionnel au niveau du cœur. C'est qu'une répercussion du cerveau, même quand il s'accélère. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une différence du cerveau droit au cerveau gauche avec les émotions, et qu'en fait, ça se passe dans le cœur. Et j'aime, en fait, cette erreur poétique. Je trouve que c'est beau, alors que c'est des veines, c'est une espèce d'ordinateur biologique incroyable. Et ça me fascine complètement. Effectivement, ça me fascine. Et puis, voilà, on a vécu quelque chose de difficile avec ma compagne il n'y a pas longtemps. Après qu'elle est tombée enceinte, on a fait une échographie et on nous a dit le cœur ne bat pas. C'est une phrase qui a brisé le sien de cœur et qui a brisé le mien. C'est-à-dire qu'il n'est pas là juste cœur pour faire machin gentil Instagram et Facebook, hein, que je consomme avec joie, que je ne critique pas. Mais il y a plusieurs... voilà, le cœur, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi la souffrance. Mais c'est aussi la beauté. Et c'est quand même le symbole de vie et d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on est? Je crois que c'est le professeur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus
Évidemment, la médecine, évidemment, les mathématiques, la comptabilité, c'est très important pour qu'on puisse vivre. Mais le plus important quand on traverse quelque chose, quand on traverse l'existence, c'est la romance, c'est l'aventure, c'est l'amour, c'est la poésie. Et je crois dur comme fer à ça. Je suis de la religion, de l'imaginaire et de la poésie, complètement. Et ça ne veut pas dire que ça y est, je me prends pour un poète et que je vais écrire sur Instagram poète ou je ne sais quoi, parce qu'à partir du moment des fois où on s'autoproclame quelque chose, la magie peut disparaître aussitôt. Mais je travaille à la poésie et je la cherche. Je la cherche tout le temps et pas comme un labeur, hein, comme un éveil joyeux à la vie. Alors peut-être que le fait d'être passé très près de la mort a augmenté cette pulsion de vie par effet de contraste. Mais j'étais déjà comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein. Il y en a qui vont voyager, ou ils vont s'isoler, ils vont croire que d'un coup, ils vont devenir écrivains. Non. Quand on a une mauvaise idée, hein, moi quand j'ai eu des mauvaises idées, que je suis allé écrire des mauvaises idées dans des cabanes, ça restait des mauvaises idées, hein. La cabane n'a pas transformé la mauvaise idée en bonne. Il a fallu changer d'idée. Donc on est quand même toujours à trimballer ces trucs qu'on ne sait pas bien faire, mais on peut essayer. Et c'est joyeux d'essayer, non? Même quand on se trompe, c'est quand même tellement joyeux d'essayer. Par les temps qui courent, là où tout monte, les identitarismes de tous bords, où tout est assignation à genre, à couleur de peau, à religion, essayer. Essayer, c'est le début, c'est le tout début de l'empathie. Si on essaye, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Donc si on peut se tromper, c'est-à-dire qu'on on a un peu d'humilité. Si on a un peu d'humilité, peut-être qu'on peut penser à l'autre, parce que le soi-même ne prend pas toute sa place. Si on pense à l'autre, on commence à développer son imagination et tout devient plus doux, il me semble. Est-ce qu'on peut imprimer ce cercle vertueux, Mathias, là? Parce qu'il était intéressant, ce cercle-là que vous avez décrit. Il était On peut intéressant. l'imprimer. On peut Non, je pense qu'il faut l'imprimer, ça peut être un programme électoral. je pense qu'il faut j'aurais pas cette prétention parce que c'est extrême, c'est d'un grand confort d'indignation que de râler tout le temps. C'est-à-dire que donc faire ah ouais, non, les politiques, tous pourris. Moi, je sais pas, je saurais pas faire ce qu'ils font. Ceux avec qui je suis d'accord et ceux avec qui je suis pas d'accord et ceux que me révulsent. En fait, je les respecte à partir du moment où ils ne tuent pas des gens. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Ce sont des adversaires politiques dans le débat d'idées. Et je resterai de tout mon cœur du côté de la lumière et du voltairien. Je me battrai toujours pour que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi puisse le dire. Mais par contre, je le combattrai, mais sur le terrain des idées. Donc moi, ce que vous disiez à imprimer, je dirais qu'il est à entretenir, en tout cas pour moi, parce que c'est pas parce que je vous le dis aujourd'hui, parce que je le dis, c'est comme un bon joueur de foot, il a marqué un but samedi, il a été bon. S'il continue pas de s'entraîner le samedi d'après, qu'il se bourre la gueule toute la semaine parce qu'il est content et qu'il se couche tard, bah, la semaine d'après, il va être nul. Donc ça s'entretient, c'est du travail, c'est du travail, mais c'est pour moi le plus beau travail au monde. Se lever le matin et penser à des chansons, à écrire un livre, écouter la musique des autres, aller à des concerts, lire d'autres livres. Moi, ne serait-ce que des fois, même quand je ne les lis pas, être entouré de livres, ça me fait du bien. J'aime les livres d'une manière organique. J'aime relire des livres que j'ai beaucoup aimés. J'aime évidemment découvrir. J'aime être surpris, mais j'ai des livres que j'aime bien. J'ai des piles de livres partout en bordel et j'adore ça. Dans un de mes livres, Métamorphose en bord de ciel, alors bon, ça fait un peu le gars qui s'autocite, hein, mais je suis désolé, c'était juste pour argumenter. Et ben, il y a un personnage qui a une maison toute faite de livres. Du coup, quand il en enlève un, ça fait un peu tomber la maison, il doit la réparer, mais c'est pas grave. Et j'aime, voilà, j'aime profondément ça, et je pense que on l'a vu pendant le premier confinement d'ailleurs, ça reste encore un remède sublime. Moi j'y crois de toutes mes forces en tout cas à ça. Et pas comme un mystique, hein, mais comme un curieux et comme un gourmand. Vous prêchez des convaincus pour les colonnes de livres, on est tous Oui, concernés. j'imagine. Je vois même une demoiselle là qui s'appelle Sandra et qui a plein de livres derrière elle, qui a l'air de vivre dans une maison bibliothèque. C'est ça. Alexandra, c'est à toi. Alors, on ne t'entend pas.
Il faut peut-être que tu enlèves les écouteurs. Ouais, là, on ne t'entend pas. Enlève les écouteurs, peut-être, ça devrait être bon. Non, non, toujours pas. Je pense qu'il n'y a pas le micro d'allumé. En attendant qu'Alexandra ait le micro, est-ce qu'on pourrait parler du titre, Le guerrier en porcelaine? Parce que très souvent, les titres ne sont pas les plus faciles à trouver. Et puis surtout, ce ne sont pas toujours ce ne sont pas le premier titre qui est déniché. Alors, effectivement, par exemple, Métamorphose en bord de ciel, il s'appelait L'homme qui voulait dévorer les nuages. La mécanique du cœur, c'est toujours appelé La mécanique du cœur. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi aussi. Le plus petit baiser jamais recensé aussi. Une sirène à Paris aussi. Le journal d'un vampire en pyjama aussi. Il n'y a que le Métamorphose. Le dérèglement joyeux a changé de titre aussi. Il s'appelait Cœur embolage au début. Il s'appelait Cœur embolage et qui se retrouve dans un des poèmes, ce petit mot valise dont on parlait tout à l'heure. Là, ça a toujours été le guerrier porcelaine parce que à l'époque de ce vinyle-là, et voilà, j'aime bien, finalement, je me rends compte que dans mes titres, il y a souvent ça. Parce que c'est un désir à la fois de contraste et de nuance. Le guerrier, donc c'est fort, et de porcelaine, c'est fragile. La mécanique, c'est froid, du cœur. Le plus petit baiser jamais recensé. Métamorphose en bord de ciel, un grand truc. Le ciel est une toute petite chose, un oiseau. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, comment il peut faire nuit tout le temps? C'est pas possible, et pourtant c'est évocateur. C'est ça. Et je crois que je suis un drogué de l'évocation. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de métaphores. Et que des fois, il faut que je dose le flow pour que les métaphores atteignent leur but. Parce que quand il y en a trop, ça peut saturer aussi. Est-ce qu'Alexandra a retrouvé son micro? Elle peut pas écrire un message. Bon. Est-ce que là, ça fonctionne? C'est bon, parfait. Très bien. Super, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, Mathias. J'ai une question concernant, ce serait plus sur le processus d'écriture. Je crois que vous avez répondu un tout petit peu déjà au début. Est-ce que vous connaissez d'avance la fin des histoires que vous allez écrire? Et si oui, est-ce que ça peut changer au fil de l'écriture? Et comment on fait dans ce cas? Ça dépend des livres. Celui-là, il y a eu beaucoup de changements sur le chemin, notamment cette histoire de résistant qui est devenu une juive, ou d'épicerie qui s'est rapprochée de la ferme, ou de choses comme ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je savais la fin, puisque là, c'était l'histoire de mon père, donc je savais, je ne vais pas vous spoiler, hein, ça se termine plutôt bien, vu que je suis là. C'est une blague que j'aime bien faire maintenant, mais c'est vrai que c'est un spoil, je suis là. C'est comme sur Vampire en pyjama, hein, je suis très malade et puis j'écris le livre, donc je spoil le fait que ça va quand même plutôt bien se finir, donc je savais voilà ce qui allait se passer à la fin. Sur ce livre-là, typiquement, sur Vampire en pyjama, c'est un récit, donc c'est un peu hors sujet. Une sirène à Paris, j'ai changé la fin plein de fois. Il y avait longtemps un moment où il y a eu deux fins pour ceux qui l'ont lu. Là, finalement, il laisse partir. J'ai spoilé ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est pas grave. C'est le chemin qui compte, on va dire. Il laisse partir cette sirène pour qu'elle retourne dans son monde et que les deux, en fait, se survivent l'un à l'autre. Et c'est la plus belle preuve d'amour parce que, finalement, aucun ne fait preuve d'égoïsme. C'est déchirant, mais ils font preuve de courage, les deux. Mais il y avait un moment où il mourait quand même. À la fin, au moment où il la remettait à l'eau et où il l'embrassait, en fait, du coup, il faisait une crise cardiaque et puis la sirène partait, mais lui était mort. Il y a eu ce moment-là et il y a eu un autre moment, je ne l'ai pas écrit, mais où j'ai pensé un truc plus science-fiction où, en fait, quand il l'embrassait, en fait, il devenait, en fait, c'est comme si en fait dans son sang il y avait suffisamment d'azote et qu'il devenait une espèce d'amphibie et il pouvait la suivre. Et puis je trouvais ça trop gros et
Et je l'ai enlevé. Et puis, j'ai trouvé que c'était plus beau pour les personnages, finalement, qu'on soit plus dans du réalisme magique que dans du conte. À savoir que, non, c'est pas possible, en fait. C'était pas possible, malheureusement. C'était beau, mais c'était pas possible. Et c'est peut-être parce que c'était pas possible que c'était beau. Maintenant qu'il fait tout le temps nu sur toi, je savais la fin. La mécanique du cœur, ouh là 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 là. 1000 changements de fin. 1000 changements de fin, tellement bien que la fin du film et la fin du livre ne sont pas les mêmes. Et qu'il est possible qu'un jour, je ne sais pas si j'en ferai un roman, peut-être un podcast ou un vinyle Eggman ou un truc comme ça, mais j'ai très envie quand même un jour de raconter ce qui se passe entre la fin de la mécanique du cœur et le début de Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi, comment Jack devient Giant Jack. Et évidemment que si je suis la fin du livre ou la fin du film, ce sera pas la même histoire. Donc j'avais commencé un petit truc où genre, il y a beaucoup de théories, hein, mais la vraie histoire, c'est ça. Et raconter ça comme un conte. Mais non, il n'y a pas de règle. Il y a des livres où je sais la fin. Il y a des livres où je crois savoir la fin et je la change. Et il y a des livres où je pars et je ne la sais pas encore. Sid? Merci. Il faut allumer le micro et ça devrait être... Ouais, c'est bon. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathias, merci pour toutes ces références et voilà, pour la magie qui opère encore même dans cette réunion. Merci. Petite question, parce que là il est question de souvenirs. Comment on fait le tri dans ces souvenirs? J'imagine que votre papa il a dû en dire beaucoup, ça vous a certainement aussi rapporté à votre propre enfance. Comment on fait pour choisir ce qui va être dit ou écrit là? C'est une très bonne question. En fait, c'est comme si vous, en gros, vous prenez des ingrédients pour faire un plat. Et après, vous goûtez. Vous dites, ah, ça manque de ça. Donc, vous allez chercher dans votre base de données de souvenirs pour que ça soit plus salé ou plus sucré. Ou alors, c'est trop fort en ça. Celui-là, je l'aime bien, mais je l'enlève. En fait, il rend le truc trop acide ou trop amer ou trop sucré. Et ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. C'est une sélection, j'ai envie de dire naturelle, ce qui est difficile, mais ce n'est pas valable que pour les souvenirs dans l'écriture d'un texte, mais c'est exactement le travail de celui qui écrit un livre. Ce n'est pas d'enlever les souvenirs ou les idées qui ne marchent pas, parce que ça, à part quand on a un melonasses comme ça, on les voit. On le voit que ça ne marche pas, que c'est trop long, qu'on s'en fout un peu et que ça ne sert à rien. Donc, on l'enlève. Mais par contre, le plus dur, c'est quand ça marche bien, que le passage en lui-même, il est joli, mais que ça fait ralentir l'histoire. Mais on aime bien l'histoire de ce truc et on aime bien ce passage parce qu'on aime bien telle métaphore et que ça sonne bien et que c'est cool. Et ça, il faut l'enlever aussi. Ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a des éditeurs, par exemple, qui peuvent avoir du recul. Et c'est pour ça que le temps aussi fait son affaire. C'est-à-dire que moi, si j'avais repris Guerrier de porcelaine, admettons, je suis sauvé par le premier traitement, je n'écris pas la fin du vampire, je ne vais pas en greffe. Donc à l'époque, en 2014, avant les attentats, justement, en 2014, j'aurais en tout cas essayé de terminer le Guerrier de porcelaine tel que je l'ai commencé à l'époque. Et là, j'aurais eu beaucoup de difficultés à enlever la machine à remonter le temps. Qu'est-ce qui m'a permis de l'enlever? C'est d'écrire Une sirène à Paris entre-temps. Parce que j'adorais cette idée. J'adore Retour vers le futur. J'ai toujours adoré les histoires de machines à remonter le temps. Poétiquement, c'est toujours un truc que j'ai trouvé intéressant. Ces paradoxes temporaux, tout ça, il y a une poésie là-dedans qui me plaît. Donc, j'adorais le fait qu'il puisse voir sa mère et qu'il se voit lui petit. Je suis arrivé à l'enlever parce que le temps a fait son affaire. Des fois, il faut faire reposer. Il ne faut pas être tout près de ce qu'on a écrit. Ouais. Alors, des fois, on peut se détester le lendemain et tout enlever, trop. Ou alors s'aimer un peu trop et aimer un peu trop une idée et rester trop près de son petit truc. Alors qu'en fait, il faut être humble avec ce qu'on fait de nul, mais aussi avec ce qu'on fait de bien. Parce que des fois, on fait des trucs bien, mais des fois, il faut les enlever. Voilà, un sandwich avec, je sais pas, moi, un gâteau, si on met 3 couches
de chantilly, même si on adore la chantilly, qu'il y a 3 genres de chantilly avec pas la même texture, ça peut être un peu écœurant, surtout si on rajoute encore du sucre glace derrière. Et des fois, ouais, mais c'est tellement bien le sucre glace. Eh ben non, là, tu mets la chantilly ou le sucre glace. Et puis, du coup, tu mets un petit peu d'acidité, notamment sur le plus petit baiser jamais recensé. Justement, il y avait une histoire de chocolat magique qui permettait d'embrasser à distance. Et dans les jolies histoires, le fait est que je joue à l'Olympia avec Dionysos et qu'il y a un chocolatier qui me dit vous avez écrit de la femme chocolat, machin truc, je tiens à vous offrir mes chocolats. Je suis artisan chocolatier. Et que fait des trucs sublimes. Je fais, mais moi, je suis en train d'écrire un livre où il y a un inventeur qui invente un chocolat magique qui permet d'embrasser à distance. Je ne voulais pas me le faire. Le gars me tape dans la main. Donc, on part. Évidemment, là, au début, mon étrit, c'est un gadget, arrête, machin, tu perds ton temps. Je dis, ouais, mais quand même, ça m'amuse. Donc, je lui envoie un bout de mon livre et lui me fait venir et goûter la ganache et ensemble, on équilibre. Et le premier truc par rapport à ce que moi, j'avais fait, même si évidemment, il a mis son savoir-faire, il n'a pas juste bêtement retranscrit, et ben, on se retrouve avec une bille de meringue, du caramel, de l'orange sanguine, non, de l'orange à l'origine, de l'orange, et du chocolat au lait, parce que moi, je préfère le chocolat au lait que le chocolat noir. Et il me fait, je sais que vous préférez le chocolat au lait, mais en fait, avec le chocolat au lait, c'est trop sucré, avec la bille de meringue. Je dis, mais moi, je ne vais pas faire un chocolat noir, alors que j'aime pas le chocolat noir. Donc, je goûte, c'est bon, mais ça fait un peu petit gâteau, quoi. C'est pas, ça ne crée pas l'étincelle que doit être la métaphore du baiser en question. Il me fait, écoutez, j'ai deux propositions à vous faire. Déjà, on va décuire le caramel, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit cuit à la bonne température, il va être un peu décuit, ce qui fait il va être un peu trop liquide, ce qui fait que quand on va manger, il va exploser en bouche un petit peu comme ça. Puis on met de l'orange, on met de l'orange sanguine, donc ça va amener un peu plus d'acidité, ça va un peu bouffer le sucre. Puis on va réduire la bille de meringue, et si vous me le permettez, je vous fais aussi un essai avec du chocolat noir. Alors, je dis, ok, c'est vous quand même le pâtissier, moi je ne suis que l'écrivain là. Il le fait, et c'était super bon. Et donc évidemment, je lui dis, vous avez raison, et là, il était parfait. Alors que justement, il n'était pas au lait, mais parce que les autres trucs. Et en fait, c'est toujours une somme de choses qui crée en fait un équilibre, comme un mix en musique, comme un étalonnage à l'image, où on met plus de bleu, plus de rouge, ou à l'image ou en photo, quand on retouche des photos, ou quand on fait une lumière au moment d'un shooting, c'est toujours la même chose en fait. C'est du réglage et c'est de la nuance. Le chocolat noir, c'est la vie, c'est pas faux. Maintenant, je suis d'accord, je suis un convaincu du chocolat noir désormais. Karine? Bonsoir à tous, bonsoir Mathias. Bonsoir. Alors moi, je suis un ovni. Je vous ai découvert avec le guerrier de porcelaine. Je ne connaissais ni vos livres, ni la musique. Donc c'est vraiment l'ovni, je pense, ce soir. Et j'ai été émerveillée par la poésie, touchée par les émotions. Et j'ai été bouleversée par Émile et je voulais savoir si vous l'aviez connu, si vous le connaissiez. Je l'ai connu, d'ailleurs je le dis, mais entre le vrai et le faux, on peut des fois effectivement se poser la question. Mais tout ce que je dis dans les épilogues et prologues sont complètement vrais, c'est ma voix. Donc là, je ne suis plus dans les pas de mon père que j'imagine quand il est petit. Et j'ai connu l'oncle Émile, il avait d'ailleurs un truc très amusant. Je me suis même promené sur la route entre la Fromule et la maison de Rosalie, qu'il a fini par épouser. Et il m'offrait toujours vous savez, ces petits cachous Zan, avec des petits réglisses noirs qui claquent bien là. Oui. Et en fait, je me souviens de ça. J'étais tout petit et lui était très âgé, mais j'ai connu l'oncle Émile. Ouais. Le vrai oncle Émile, avec les bœufs, Ptolémée, tout ça. Ouais. Et il a mis autant de magie dans votre vie aussi? Je l'ai trouvé magique, cet homme. J'étais petit, moi finalement, dans l'oncle Émile, j'ai mis un peu de Nietzsche, j'ai mis un peu de Walt Whitman, j'ai mis un peu du professeur Keating du Cercle des Poètes Disparus, j'ai mis un peu de mon père lui-même, j'ai mis un peu de l'homme que j'aimerais être. Il y a quand même beaucoup de vous dans cet Émile. Enfin, moi, je vous ai beaucoup vu en lui, je vous ai retrouvé en lui quand même. J'aimerais. Je ne pense pas que je sois... Et ce n'est pas encore une fois de la fausse humilité. Je
pense que j'ai beaucoup plus de défauts que je ne suis pas encore, en tout cas, au niveau de sagesse de cet homme-là. De sagesse et de panache, c'est ça le plus dur. Parce que le panache, ça peut être l'intrépide qui fait n'importe quoi tout le temps. Et le sage, ça peut être celui qui ne prend plus aucun risque. Et ce que j'aime dans dans ce que, en tout cas, je me suis imaginé de cet homme, c'est qu'en fait, il est un parfait alliage entre la sagesse et le panache. Même des fois, il se trompe, et des fois, il n'est pas si sage que ça. Mais j'aime ces personnalités-là. C'est les personnalités qui, moi, me portent et me stimulent. J'aime pas les gagnes petits. J'aime pas les méprisants, les médiocres, les mesquins. Ça me fatigue. Ça peut paraître un cliché, mais ça me fatigue plus depuis la greffe. Les gens qui se plaignent tout le temps, les champions du monde de l'indignation, je peux plus, en fait. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je préfère ceux qui se trompent, mais qui essayent et qui font des trucs, qui construisent et qui se cassent la gueule et qui ont du panache. J'ai besoin d'être entouré de ces gens-là, donc d'inventer des personnages comme ça, ou d'inventer des personnages aussi plus médiocres pour mettre en valeur les autres. Et j'ai besoin de ces livres-là. Donc évidemment qu'en tout cas, quand on écrit, je crois qu'on essaie d'écrire le livre qu'on a envie de lire. On n'écrit pas comme, enfin en tout cas, moi je n'écris pas comme un exercice de style, genre, oh, je vais faire un livre un peu historique, machin. À part écrire avec le cœur, c'est déjà tellement difficile. En tout cas pour moi, c'est joyeux, mais c'est aussi difficile d'écrire. Si j'écris sur un truc qui ne me tient pas complètement à cœur, auquel je ne crois pas complètement, je suis foutu d'avance. C'est voué à l'échec. Comment vous êtes dans quel état quand vous écrivez, justement? On a du mal à imaginer parce que vous êtes souvent entre nostalgie, entre joie. Il y a des sentiments mitigés qui sont en vous quand vous écrivez? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, la cuisine, la nuance, le mélange, et c'est ce qui fait les meilleurs personnages. Pourquoi on aime tant Dark Vador? C'est parce qu'il est traversé par une forme par un souvenir de bon, de bien. Donc ça le rend extrêmement intéressant. Pourquoi Harry Potter a tant marché? C'est pas seulement parce qu'il y a des bonnes trouvailles avec des baguettes magiques et des trucs et des capes d'invisibilité. Tout ça, c'est les condiments, c'est le sel. Et c'est génial. C'est absolument génial. Mais pourquoi on l'aime? Pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fait, il a cette espèce de gémelléité avec Voldemort, avec le méchant. Parce qu'il peut parler fourche-langue et que du coup, il a le Choixpeau, il ne sait pas s'il le met à Serpentard ou à Gryffondor. S'il était tout Gryffondor, tout gentil, tout machin, tout truc, en fait, il serait beaucoup moins intéressant. Et parce qu'on est tous comme ça. Même quand on essaie de le cacher, quand on essaie de jouer que au gentil, au contraire, de faire la posture du méchant, même les méchants, bon, certains, on se demande quand même, où il faut aller chercher et gratter loin pour avoir. Et tu as aussi certains sages où tu te demandes, putain, leur pardon, elle est vraiment toute petite. Mais on a tous, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Et on bouge tout le temps. On peut même être parfait quelques secondes, quelques minutes, quelques heures et retomber dans nos travers, même si on a déjà appris. Donc, c'est ces personnages-là qui m'intéressent. Donc, moi, j'ai envie de cuisiner avec ça. Et ça, c'est autant valable sur un livre plus réaliste comme Le Guerrier de Porcelaine que quand je fabrique la psychologie d'un géant ou d'une sirène. Parce que ce qui m'intéresse, c'est leur psychologie et ce qui leur arrive. Le fait que ce soit une sirène ou un géant, ce n'est qu'une métaphore et un sel poétique et un rapport au contraste, comme quand on développe une photo, quoi. On peut mettre plus de noir, plus de profondeur de champ, plus de flou, selon le rendu qu'on veut obtenir. Très bien. Bon, on fait une petite photo avant de passer à un petit extrait, Mathias. Une photo? Une photo. Préparez-vous. Les livres sont de sortie. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Allez, c'est parti pour un petit extrait pour donner l'eau à la bouche à ceux qui n'ont pas encore lu et faire revivre les émotions à ceux qui l'ont lu. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire de beau? Alors là... Difficile, hein? Je vais essayer de vous retrouver le poème de
Poème de Sylvia qu'elle lui laisse. Voilà. Alors en fait, c'est ce personnage donc, qui est caché dans le grenier et qui, pour des raisons que vous découvrirez peut-être à un moment donné, a dû partir. Et je vais vous lire à la fois la lettre qu'elle lui a laissée et le poème qui était recopié au dos de la lettre. Nous avons eu l'aide d'un Allemand. Tu sais, le tout petit qui achète des bonbons. Hans se sert de son uniforme et de son grade pour sauver des gens, juifs, résistants, opposants au régime nazi. Ce type est extraordinaire. Il risque sa vie tous les jours. Il sait que nous sommes là depuis le début. Garde en tête que les Allemands sont en train de perdre la guerre. Je ne t'écris pas ça seulement pour te donner du courage, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de gagner, ce n'est plus qu'une question de temps. Notre mission et la tienne, à la Fromule désormais, c'est de tenir. Toute une vie magnifique t'attend après la guerre. Une famille, des enfants, des voyages dans un monde libre. Rien ne remplacera jamais ta maman. Perdre sa maman, c'est se faire couper un bras. Ce bras ne repoussera pas. Mais tu trouveras la force de fabriquer une prothèse. Un alchimiste émotionnel. Voilà ce que tu dois devenir. Tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à être heureux de nouveau. En repliant la lettre, je découvre un poème griffonné au verso. L'ultra présent. Je chante l'élargissement du présent, ce cadeau. Je chante la joie ludique de l'ouverture de ce présent. Je chante la joie de mordre le fruit cueilli sur l'arbre. Mordre dans le ciel avec ou sans supplément de chantilly les nuages. Refuser de vivre au passé sans effacer sa mémoire. Telle est la règle du jeu pour ultra vivre. Moissonner ses deuils et ses échecs pour en distiller l'antidote à nos traumatismes. Il est grand temps d'accélérer le ralentissement. Prendre le temps du recul amusant. Regarder, mieux, voir. Je chante l'ultra présent ici et maintenant pour toujours. Je travaille à l'élaboration de l'éternel printemps. L'endroit est le temps où tout se fabrique. L'endroit est le temps où tout est en mouvement. Voilà. Merci. Merci à vous. Meryl, c'est à toi. Oui, merci, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bon. je vous entends très bien. Bonsoir et merci. Déjà, je suis très, très émue de vous parler parce qu'il y a rarement des livres qui m'ont autant émue que les vôtres. Du coup, je suis Merci beaucoup. très, Merci très beaucoup. ravie d'être là et de vous entendre parler de vos processus d'écriture. Et je me demandais comment est-ce qu'on sait qu'une version du récit est la bonne version et qu'on arrête parce que vous disiez que vous retravaillez. Est-ce que c'est vous, vous le ressentez? Est-ce que c'est votre éditeur, vos proches? C'est un travail toujours d'équipe. Hein. Des fois, quelqu'un peut avoir la certitude que, et puis finalement, puis il y a les correctrices aussi après. Ça, c'est aussi c'est un truc très important parce que je ne travaillais jamais avec la même correctrice, par exemple. Correctrice, une fois qu'on est d'accord que nous, justement, avec l'éditeur, on pense que le livre est terminé. Et là, on le donne à une correctrice qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas mon travail, qui n'a pas d'affect avec le texte ni avec moi, et qui fait ça, je m'en fous, ça c'est long. Et après, on prend pas, hein, on ne suit pas tout ce qu'elle dit. Mais des fois, on fait ah, quand même, elle a dit ça. Et après, il y a une espèce de truc qui, quand on est un peu honnête avec soi-même, peut clignoter. Donc ça, c'est dans le processus. Après, c'est comme un mix, hein, c'est une sensation, et il n'y a pas de règle. Il y a des livres qui méritent moins de relecture, il y a des livres qui méritent moins de changement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins travaillés. Ça dépend des sujets. Un livre comme Le Guerrier m'a demandé énormément de changements. Énormément de changements. Un livre comme Vampire en pyjama, comme c'est un récit, eh ben, il y a moins déjà le problème de structure, donc d'équilibre. J'ai raconté ce qui m'est arrivé, juste mon édit, ça a été par exemple de couper les redondances, parce que j'ai écrit tous les jours, donc il y a des trucs des fois où je répétais. Ou en tout cas, même en le disant d'une autre manière, je disais la même chose. Donc là, j'ai été sans pitié avec moi-même. Tout ce qui se répétait, j'ai coupé.
Et du coup, des fois, le 10 mars se passe ensuite au 26 avril, tant pis. Donc ça, c'est plus facile. Le roman, c'est plus difficile parce qu'il y a aussi la question de la structure, de l'évolution des personnages, de l'intrigue s'il y a, même si je n'écris pas non plus des thrillers ou des polars, mais il y a quand même toujours l'histoire qui se déroule, qui avance, et il faut décider, il faut pouvoir bien décider de tout. Est-ce qu'on décide de ralentir? Est-ce qu'on décide de temporiser? Est-ce qu'on décide d'accélérer d'un coup? Et il ne faut pas que le texte nous échappe, qu'à un moment donné, ça s'accélère, mais qu'on n'ait pas trop fait exprès, parce que ça, le lecteur le ressent, même s'il ne l'explique pas. Certains sauront l'analyser, mais d'autres vont un peu s'ennuyer ou passer un moment de confusion. Donc, il faut être le plus précis. Et quand on sent qu'on a ça, peut-être qu'on n'a pas raison, mais quand on sent qu'on a ça, on l'arrête. Et ça se passe effectivement entre soi, plusieurs personnes qui le lisent dans la boîte d'édition, en tout cas c'est le cas chez Albin Michel, et la correctrice qui vient aussi donner aussi des choses qui sont aussi des sortes de coquilles et tout, mais c'est pas que technique. Et des fois, voilà, il y a eu des histoires notamment très intéressantes sur les corrections du guerrier, sur des moments de passé et de présent. Parce qu'il est quand même au présent, mais il y a des moments où il raconte quelque chose, un souvenir, et il y a des moments, je le gardais au présent, il y a des moments le passé, mais du coup le passé enfin, ça a été aussi des réglages, et elle les a beaucoup pointés, la correctrice. Ça. Et j'ai trouvé ça passionnant, j'ai adoré ça. Alors, celui-ci est sorti le 12 janvier. Alors, on va peut-être parler aussi de vos projets actuels, parce que comment on sort justement de ce roman familial qui a dû être extrêmement intense avec autant d'années d'écriture. Comment on envisage l'avenir en tant qu'écrivain par rapport à cela? Est-ce qu'on a envie de revenir à des choses plus poétiques, plus pétillantes, ou au contraire, on a envie peut-être de creuser un peu le sillon encore familial, parce qu'il doit y avoir peut-être encore d'autres histoires potentiellement? C'est une très bonne question que je me pose actuellement, surtout depuis une semaine. Parce que tant que le livre n'était pas sorti, il y avait un truc comme si j'étais enceinte d'un truc bizarre, même si le livre était fini. Il n'est pas sorti, il est là, mais il est sorti. Donc, il aura la vie qu'il aura. De toute ma passion, je le défends comme aujourd'hui avec vous. Et puis après, on verra bien ce qui lui arrive à ce livre. Donc là, depuis une semaine, depuis j'ai fait la maison de la poésie, on a fait le petit concert lecture, je suis rentré chez moi, plein d'adrénaline et tout. Et le lendemain, je me suis dit, on écrit quoi maintenant? Alors, j'ai commencé une histoire, mais je ne sais pas encore si c'est un roman. Qui, pour le coup, alors peut-être que c'est young adulte, peut-être que c'est une BD. Qui est vraiment là une histoire, avec vraiment, alors, à nouveau, complètement avec l'imaginaire, parce que ça s'appelle, pour l'instant, l'orphelinat des amis imaginaires. Et comme j'habite sur le fleuve, et je me promène parfois en paddleboard, même la nuit, même l'hiver. Et en fait, les reflets me fascinent complètement. Je me suis mis à imaginer que ces reflets électriques cachaient un monde inversé. Et que dans ce monde inversé, il y avait un orphelinat des amis imaginaires oubliés. C'est-à-dire que tous les amis imaginaires qu'on oublie, en fait, venaient se réfugier là. Et qu'on était dans un moment de société où les enfants... avec les écrans, avec plein de choses, oublier leurs amis imaginaires plus vite qu'avant, plutôt, que du coup, l'orphelinat, qui est un moment juste de passage, où peut-être certains ensuite vont être réimaginés et vont se métamorphoser avec l'imaginaire d'un autre enfant, était de passage, et là, il y avait comme une espèce de surpopulation carcérale, un peu, des amis imaginaires, et que, je ne vais pas tout vous raconter, mais qui est un personnage, en tout cas, qui est un des seuls à voir ces personnages. Donc, il y a les enfants qui le voient, et un peu ce que j'appelais des hauts potentiels oniriques, des gens qui ont une imagination presque, je dirais, presque maladive, presque, du coup, qui les isole un peu du monde, mais qui, du coup, voient des choses que d'autres ne voient pas. Et qu'ils vont lui demander d'écrire le livre qui raconte l'histoire de l'orphelinat des amis imaginaires pour que des enfants puissent le lire, et que du coup, les enfants, avec leur imagination, aillent en fait chercher et libérer les amis imaginaires.
là-dedans, évidemment, il y a une histoire de double, parce que dans ce monde des reflets, évidemment, il y a une dark side. Donc, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai cette histoire en tête. Et cette histoire, on la travaille avec mon ami photographe Le Turc, que je vous conseille d'aller regarder le travail sur Insta, Facebook ou autre. Une espèce de poète de l'image extraordinaire, avec une imagination folle entre Méliès, Cocteau, Genet, c'est félinien au possible. Enfin, c'est un type absolument extraordinaire. Et on a fait les clips ensemble de la Symphonie du temps qui passe, qui est un projet que je partage avec ma compagne Daria Nelson, photographe plasticienne avec qui donc j'ai co-composé le recueil de poèmes Dérèglement jeu de la métrique amoureuse. Et en fait, on a été dans une effervescence dans ce tournage où on a fait tous les clips de l'album qui racontent vraiment, je redis son nom, il s'appelle Le Turc, c'est Sébastien Salaman, mais c'est Le Turc avec un K, photographie. Et on a fait donc l'assemblage des clips fera un petit film de 35 minutes. Une espèce de comédie musicale sans dialogue ni rien, mais voilà. Ça raconte toute une histoire, notamment du désir d'enfant et puis de quand malheureusement il y a un petit problème d'un accident au milieu qui se passe. Donc avec lui, on s'est commencé à rêver à cette histoire. Donc est-ce que je vais écrire le livre? Si j'écris le livre, j'ai envie qu'il y ait des illustrations. Donc c'est pas un roman voilà, comme Le Guerrier. C'est peut-être autre chose et c'est tellement embryonnaire encore que je ne sais pas quelle forme ça va donner. Mais j'ai aussi envie, effectivement, j'ai 2 autres idées, et l'une n'empêche pas l'autre, les unes n'empêchent pas les autres. Ça peut être des projets travaillés séparément. J'ai aussi, effectivement, l'envie d'un récit d'un papa, d'un non-papa plutôt, qui a perdu un enfant, en tout cas, même si il n'est pas né, mais en tout cas, il était né dans le cœur, quoi, quelque part, et qui, le jour, vit sa vie d'essayer de faire ce deuil-là et de soutenir comme il peut, et la nuit, écrit la vie qu'il aurait eue si l'enfant était viable et né. Je vais faire comme ça un truc d'un chapitre sur 2. Donc là, on est dans un truc à nouveau réaliste comme Le Guerrier. Bien sûr que j'espère humblement la poésie aura sa place et l'imagination hors champ aura sa place. Mais j'ai ce livre-là qui pousse aussi en tête. Et j'ai un autre livre encore qui pousse. C'est marrant de vous poser la question sur la famille. C'est l'histoire de ma mère quand elle était petite. Après avoir fait mon père. Mais je me dis que c'est peut-être un peu systématique. On va dire, bon, voilà, il va nous faire nos pères, le soeur, la grand-mère, la tante. D'un moment, il va nous gonfler avec ses histoires de famille. Mais le fait est que ma mère, donc, qui était une oranaise espagnole, née donc en Algérie, et une famille très catholique, très sévère, etc. Et c'est quelqu'un qui a énormément de fantaisie. Et elle avait une tante un peu marrante, et quand la tante un peu marrante l'a gardée, je fais légèrement allusion à ça dans Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi. Et bien en fait, elle l'amenait parce qu'elle dansait, elle chantait, mais dans des baraques de gitans. Et elle adorait ça. Et elle chantait, elle dansait. Et en fait, le fait est qu'elle était très douée et qu'elle a gagné plein de premiers prix de radio crochet. Et donc, elle avait même des poupées, alors qu'elle était d'une famille d'ouvriers. Elle n'avait absolument pas, même à Noël, elle risquait pas d'avoir des poupées. Et du coup, elle cachait ses poupées chez la tante. Et un jour, il y a une voisine qui a dit à sa mère, ma grand-mère, « Ah, ben on a vu Sylvia. Oh, mais elle est extraordinaire, hein. Qu'est-ce qu'elle chante bien !» Donc sa mère a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Absolument pas. Ma fille ne chante pas. Mais si, dans la baraque là-bas, je l'ai vue plusieurs fois. Et de là, elle s'est pris une raclée. Elle a jeté les poupées. Et elle n'a plus jamais osé être créative de sa vie. Elle avait 7-8 ans. Elle a recommencé à être créative une fois qu'on est devenu grand, que moi j'ai sorti mon premier recueil de poèmes, que je lui ai offert des bouquins de Italo Calvino, des trucs comme ça, que d'elle-même elle s'est remise à lire. Elle me bluffait, elle lisait Apollinaire, Sandras, des trucs comme ça. Alors qu'elle avait eu une période un peu dépression, les feux de l'amour, je suis venu club devant la télé. Elle s'était remise à ça et elle s'est mise à écrire
ses mémoires et des poèmes. Et du coup, pareil, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à raconter là? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à inventer? Et je suis un peu dans ce truc, vous savez, des vies qui auraient pu être. Est-ce que si finalement la mère n'avait pas, ou si quelqu'un d'autre l'avait encouragé, écrire la vie de ma mère qui n'aurait pas fini secrétaire de mairie et tout ce qu'elle a fait de génial aussi, parce qu'il n'y a pas de petit métier. Mais si elle avait été poète, ou si elle avait été romancière, voilà, quand elle a dû quitter l'Algérie, qu'est-ce qu'elle aurait écrit? Toutes ces choses-là m'habitent. Voilà, c'est les 3 livres que j'ai en tête. 3 livres totalement Mathias Malzieu. On reconnaît votre patte, évidemment. Voilà. On ne peut pas le renier. Si personne n'a d'autres questions, on va peut-être finir en musique. Parce que, évidemment, c'est un joli cadeau que vous nous faites. Avec plaisir. Alors, attendez. Alors, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Family. Et c'est une chanson qui est du coup liée avec le guerrier de porcelaine parce que, bon, ça va un peu spoiler, mais tant pis. Le fait est que je raconte dans l'épilogue, c'est pas un polar après non plus, hein, donc c'est pas très grave. Je raconte que j'ai été donc sauvé par du sang allemand. J'ai été greffé de la moelle osseuse par le sang d'une femme qui a accouché à 99 à Düsseldorf et dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide pendant 15 ans. Et j'ai changé de groupe sanguin. Voilà, j'ai été sauvé comme ça. J'ai écrit le livre dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être que certains l'ont lu d'autres non. Et quand ce livre est sorti, il est sorti dans quelques pays, dont l'Allemagne. Et le fait est que la directrice de l'hôpital l'a lu, parce qu'après tout, il n'y a pas non plus 36 000 bouquins qui parlent d'un greffé de moelle osseuse par sang de cordon avec une maladie rare qui s'appelle la plasie médulaire, voilà, qu'elle connaît très très bien. Elle l'a lu, et puis moi, j'avais laissé le code de la maman, sans arrière-pensée. Vraiment, c'était pas genre... C'est juste que je l'ai écrit, et puis je ne l'ai pas changé. Et elle a tapé dans sa base de données, et a retrouvé la mère. Le fait est que la mère, elle était dans l'hôpital, donc elle la connaissait. Donc, deuxième hasard incroyable. Donc, elle lui a donné le livre, elle fait « Ah, lis, regarde. Regarde. C'est un gars, il s'est fait greffer. Je crois même que c'est nous qui avons pourvoyé le sang de cordon. Ah ouais, génial. » Elle le lit, et elle dit « Waouh, c'est génial, j'ai adoré le livre. Waouh, ça donne du sens à notre métier, tout ça. » Et là, la directrice lui dit bah, « Regarde, le code, c'est le tien. » De là, elles m'ont écrit une lettre, toutes les deux, sachant que c'est complètement interdit en France d'avoir un lien avec son donneur, parce qu'il y a la loi de la bioéthique qui protège les donneurs, ce que je peux comprendre, hein, pour l'identité et pour que les gens donnent et qu'ils n'aient pas peur d'avoir des gens qui finalement ça ne marche pas, etc. Donc, et en Allemagne, ils font pareil, mais que 2 ans. Après 2 ans, avec consentement mutuel et encadrement dans un hôpital, hein, je ne vais pas aller la retrouver dans un bar comme ça, tranquille. C'était quand même très, très encadré. C'est possible. Donc, et moi, elle m'a invité à la rencontrer. Elle m'a dit, je vous suis sur Instagram. J'aime bien vos chansons. Enfin, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud alors qu'elle est allemande, mais ce n'est pas grave. Donc, au début, j'ai pris un choc. Je ne sais pas quoi faire de cette info. Elle était trop forte émotionnellement. Et puis, finalement, j'y suis allé en vélo électrique de Paris. Je suis parti de mon appartement. Et je suis allé jusqu'à Düsseldorf en m'arrêtant dans des péniches, dans des cabanes dans les bois. J'ai aussi écrit ce livre, hein, mais il fait une centaine de pages. Je ne sais pas quel format il prendra un jour. Est-ce que ce sera une espèce de podcast? Est-ce que je le mettrai avec le poche du guerrier? J'en sais rien. Est-ce que je le sortirai tout seul? J'en sais rien. Bref. Le fait est que j'ai écrit aussi ce livre sur ce voyage et cette rencontre. Et en partant, j'ai écrit une chanson, celle que je vais vous jouer maintenant, qui s'appelle Family. Je l'ai gravée sur un vinyle à 1 exemplaire. Et j'ai demandé à la directrice d'école, directrice de l'hôpital, pardon, de prévoir une platine. Et après, quand on s'est rencontrés, j'ai mis le disque.
Et on a écouté cette chanson ensemble que je vais vous jouer maintenant. Vous ne voyez pas la guitare, on s'en fout, c'est pas grave. Vous ne voyez pas la guitare, on s'en fout, c'est pas grave. Si, c'est bon, on la voit. I am a cowboy with an electric horse, beating the road to go to Düsseldorf to meet a family who saved me years ago. To meet a family about who I don't know anything, and it's everything. 1,500 miles away from home, haunted by ghosts of my family at home. I've met the family who saved me years ago, to stay for a while in this world close to my family. Oh, family and its ghost, it's everything. Oh, it's everything. Oh, family is everything. Oh, family, j'aurais presque dû dire families. Oh, everything. I'm a cowboy with an electric horse. Yeah, I'm a cowboy with an electric horse.